Retour sur le plateau de France 3 Haute-Normandie. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour des résultats, des analyses et également des commentaires avec nos invités dans quelques instants. Pour commencer, retour sur le taux de participation, cette fois définitif. En Seine-Maritime, il était de 61,57% hier contre 59,99% en 2008. Dans l'Eure, 63,30%, moins qu'en 2008, où il était de 65,07% très précisément. Alors tout de suite, les premiers résultats avec les surprises en Seine-Maritime. Avec vous, Magali Nicolas. Oui, on va commencer par les bascules à droite. Elles sont nombreuses dans ce département. Fécamp, tout d'abord, où Patrick Jeanne n'a pas réussi à transmettre la mairie à Estelle Grelier. C'est Marie-Agnès Poussier-Winsbach qui remporte les élections avec 52,82% des suffrages exprimés. Montivilliers aussi bascule grâce à Daniel Fidelin. L'ancien maire de Mannevillette remporte la mairie avec 46,62% des suffrages. À Lillebonne, Philippe Leroux retrouve son siège, perdu en 2008. Il est élu avec 51,26% des voix exprimées. Fin de la parenthèse socialiste aussi à Mont-Saint-Aignan. Catherine Flavigny, à la tête d'une liste d'union UMP, UDI, Modem, remporte cette élection sur le sortant Patrice Collas. À Gournay-en-Bray, Jean Loupin-Briguet, un 4e mandat. Il laisse sa place au candidat d'hiver droite Éric Picard, arrivé en tête hier soir. La socialiste sortante, Marie-Françoise Gaouillet, qui est également sénatrice, est battue dans sa ville 2 par le candidat d'hiver droite Yves Derrien. Et puis la seule ville de Seine-Maritime que la gauche a gagnée hier soir, c'est Saint-Valery-en-Caux. Celle qui est déjà conseillère générale et députée Dominique Chauvel est élue avec 51,17% des suffrages. Elle devra donc choisir parmi ses mandats. Bien, Philippe, une première analyse. Donc, vague bleue déjà en Seine-Maritime. Alors, en particulier en ce qui concerne Lillebonne, Mont-Saint-Aignan et eux, on ne va pas dire que c'est un résultat logique. Mont-Saint-Aignan, il y avait une division en 2008 qui ne s'est pas reproduite avec pourtant un des deux candidats qui était déjà présent en 2008, M. Grigi. Et donc là, la droite l'a emporté, j'allais dire, assez logiquement. Lillebonne et eux, c'est la vague bleue, effectivement. Et puis à côté de ça, il y a des villes dont, en particulier Montivilliers et Fécamp, qui là sont plus des surprises. La gauche était très bien placée au premier tour. Il y a des divisions qui ont été très nettes à Fécamp en particulier, mais également à Montivilliers, qui ont profité à la droite. Et puis on en reparlera dans quelques instants. Il est vrai qu'il est prouvé que des voix du Front National du premier tour se sont reportées plus que probablement, notamment à Fécamp, sur la candidate UMP. Et donc c'est un phénomène qu'on rencontre dans d'autres communes du département de la Seine-Maritime. Bien, on va revenir sur une victoire historique, celle de Montivilliers, la seconde ville de l'agglomération havraise, qui a donc basculé hier soir à droite. La gauche était au pouvoir depuis 1977. Reportage de Guénaël Bron et Hervé Guérodou. C'est une victoire que le camp de Daniel Fidelin peut savourer. Après 37 ans à gauche, Montivilliers a basculé hier soir. Avec plus de 46% des voix, l'ancien député UMP a remporté cette triangulaire et ce n'était pas acquis. Un certain nombre d'électeurs du Front National ont voté utile donc, au deuxième tour et nous ne pouvons que nous en réjouir, ce qui nous a permis d'avoir cette victoire. Et puis aussi, je pense que les Montivillans ont salué aussi l'expérience et puis l'équipe qui était parfaitement unie depuis le début. L'union, c'est précisément ce qui a manqué à la gauche. Après une campagne et un mandat où le candidat socialiste et le maire sortant ont toujours été en désaccord, la fusion de dernière minute n'a pas convaincu. La présence du Front National à Montivilliers au municipal était une première. Je pense que nous n'avons pas le recul nécessaire. Et effectivement, maintenant, je me battrai pour qu'il n'y ait qu'une seule voix à gauche, parce que les dissensions, elles ne sont pas appréciées par les Montivillans. Déjà en 2008, la désunion de la gauche avait failli leur coûter la mairie. Depuis hier, c'est chose faite et avec 233 voix d'écart, cette fois l'avance de la droite est indiscutable. Voilà, on poursuit dans les résultats, Magali. Cette fois, il n'y a pas eu de bascule, mais des renforcements. Effectivement, les villes qui restent à gauche, si vous voulez bien pour débuter, c'est tout d'abord Dieppe, où le communiste Sébastien Jumel effectuera un deuxième mandat. Le Parti socialiste conserve sa ville de Rouen grâce à la réélection d'Yvon Robert avec 46,81% des suffrages. À Yvetot, la division de la droite au deuxième tour fait les affaires du socialiste sortant Émile Canu. Il l'emporte avec 23 voix d'écart seulement avec l'ancien maire Philippe Deculto.
3 élus étaient bien implantés dans leur commune. Ils sont réélus, même s'ils ont été contestés, parfois même jusque dans leur propre camp. C'est le cas d'Alain Ovide à Cléon, qui effectuera un 4e mandat, de Jean-Yves Merle à Notre-Dame-de-Bonneville et de Michel Bintot à Barentin. Et puis, ça n'est pas une bascule, mais c'est une petite révolution tout de même. La défaite de Pierre Bourguignon à Sotteville-les-Rouen, le sortant élu depuis 1989, s'est vu ravir la mairie par son ancienne adjointe, Luce Pan. C'est elle qui avait l'investiture socialiste pour cette élection. 5 candidats briguaient la mairie lors de ce 2e tour. Les 4 que vous voyez, un 5e candidat, David Quéré, pour une liste d'hiver extrême droite. Intéressons-nous, des extrêmes gauche, pardon, bien sûr. Intéressons-nous à présent aux villes qui restent à droite, mais qui changent de maire. C'est le cas de Francville-Saint-Pierre, qui voyait s'affronter les 2 mêmes candidats qu'en 2008. Un duel qui tourne cette fois à l'avantage de Philippe Leroy, qui avait l'investiture UMP. Succession à droite réussie dans 3 villes où les sortants ne se représentaient pas. À Notre-Dame-de-Gravenchon, la nièce du maire est élue, c'est Virginie Carolo-Luttrot. Sainte-Adresse avec Hubert de Jean de Labatie qui remporte 51,63% des suffrages et Duclerc avec Jean Delalandre. Enfin à Darnétal, le divers droite Christian Le Cerf est réélu pour un 2e mandat. Et puis à Octeville-sur-Mer, Jean-Louis Rousselin sans étiquette est également réélu. Merci Magali. Philippe, une analyse sur l'agglomération rouennaise. Alors, l'agglomération rouennaise, peut-être un petit mot auparavant sur Dieppe, belle performance du maire sortant communiste qui est réélu très nettement. Maintenant, les relations avec le Parti socialiste sont plus que difficiles, elles le seront encore davantage dans les semaines, dans les mois à venir, donc à voir. En même temps, il est relativement tranquille dans son conseil municipal. Deuxièmement, sur l'agglomération rouennaise, vous avez raison de dire qu'il y a peut-être une différence entre les villes qu'on a citées en début d'émission et l'agglomération rouennaise où les forces de gauche sont bien implantées, que ce soit le Parti communiste ou Parti socialiste, elles tiennent bon, j'allais dire, sur ces secteurs. Et c'est vrai qu'au niveau de la CREAL, la communauté de l'agglomération rouennaise, eh bien, le président n'a pas trop d'inquiétude pour le moment à voir, alors qu'on sait qu'il y a des communautés d'agglomération, on pense à Lille, on pense à Lyon notamment, où les forces de gauche en présence sont un petit peu en difficulté. Ça ne sera pas le cas pour la CREA. Et puis, quelques drames personnels, on va dire ça comme ça. Magali a évoqué à juste titre Sotteville. C'est une page qui se tourne avec un psychodrame qui durait depuis des mois entre M. Bourguignon et son ancienne première adjointe, Luce Pan. C'est Mme Pan qui était officiellement investie par le Parti socialiste qui a fini par l'emporter. Après avoir été élu député, ça fait très très lourd pour M. Bourguignon, pour qui, je pense, la page va être difficile à tourner. Quant à Notre-Dame-de-Bonneville, un petit mot rapidement. Victoire de Jean-Yves Merle, qui lui n'était pas investi par le Parti socialiste. Il a joué avec le feu. Ça s'est joué à très peu de voix avec le candidat de droite qui finalement était en embuscade en se disant avec un peu de chance, la vague bleue va permettre de passer. Ça n'a pas été le cas. Donc Jean-Yves Merle est reconduit dans ses fonctions. Et là, c'est pareil, c'est un peu un drame parce qu'avec le candidat officiellement investi par le PS, c'était quand même une histoire qui existait depuis un certain temps. Les choses pensaient avoir été réglées, ça n'a pas été le cas. Maintenant, je pense qu'on va revenir à la Pointe de Caux. On va revenir à la Pointe de Caux avec Notre-Dame de Gravenchon où la candidate du maire sortant a été élue avec plus de 50% des voix. On écoute ce reportage d'Isabelle Gann avec Anne-Laure Mérignac. La liste de Virginie Carolo-Luttrot l'emporte avec 50,26% des voix. C'est la première fois qu'une femme va devenir maire de Notre-Dame de Gravenchon. Et c'est cela le réel changement, car sinon l'élu n'est autre que la nièce et candidate du maire sortant Jean-Claude Weiss. Elle remporte sa première victoire dans une triangulaire difficile. Je pense que c'est quand même un bon résultat au regard de ma candidature qui n'avait que 2 mois et demi, au regard de la campagne qui a quand même été assez difficile. Et puis je n'attends qu'une chose, c'est de retourner sur le terrain, puisque c'est à l'image de la campagne, la simplicité et le terrain. Ce sera pendant 6 ans comme ça. Les comptes sont décevants pour Christian Maurice, le dissident, ancien bras droit de Jean-Claude Weiss, se contente d'un peu moins de 38% des voix. Pourtant, il s'estime conforté dans son rôle d'opposant. Aller chercher Jean-Claude Weiss après autant de mandats, et puis bon, c'est quand même un personnage, il faut le voir comme ça. Donc on fait presque 38%, on a bien progressé. Ma foi, on va dire qu'on est satisfait. Ce qui est certain, c'est que la grande perdante de ces élections, c'est la gauche. Avec 12%, la candidate Marie-Odile Lecourtois sera la seule à siéger au conseil municipal. Bien, nous sommes en duplex de notre bureau du Havre avec Édouard Philippe, maire du Havre élu la semaine dernière brillamment. Édouard Philippe, bonjour. Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut dire que votre élection la semaine dernière, en fait, a été un peu le lancement d'une vague à droite ? C'est gentil, mais c'est peut-être lui faire dire beaucoup de choses et plus que ce qu'elle ne veut dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des deuxièmes tours, vous savez, qui amplifient les tendances et d'autres qui les corrigent. On a eu cette année, dans ces élections municipales, un deuxième tour qui a très largement amplifié les tendances, considérablement, bien plus encore qu'on ne pouvait l'imaginer ou l'espérer. Et qui donne des résultats tout à fait impressionnants dans des villes de la Pointe de Caux, dans des villes de Seine-Maritime, et puis partout en France, des résultats qui sont, je ne sais pas s'il faut dire historiques, mais enfin qui sont très très impressionnants, oui. Quel a été le poids de ce qui se passe sur le plan national, avec le désaveu qui se traduit entre autres par des sondages qui sont loin d'être favorables au président de la République actuelle et à son Premier ministre? On annonce même d'ailleurs un remaniement incessamment. Quel a été le poids, à votre avis, dans cette campagne électorale dont on a cessé de dire à droite comme à gauche, peut-être encore plus à gauche qu'à droite d'ailleurs, que c'était des élections avant tout locales? Ce qui est vrai, ce sont des élections locales. Mais enfin, elles sont locales et néanmoins, elles résonnent d'une ambiance nationale. Et ce qui s'est passé dans beaucoup de villes de France, dans beaucoup de villages de France, c'est que l'électorat traditionnel du Parti socialiste, celui qui avait assez largement voté pour François Hollande en 2012, eh bien, ne s'est pas déplacé, ou même parfois a changé d'avis, pour sanctionner une politique gouvernementale qui ne lui semblait pas satisfaisante. Ça s'est observé absolument partout, et c'est donc un phénomène dont le gouvernement va devoir tenir compte. Mais un mot quand même pour dire que, même si moi j'ai toujours considéré que c'était un enjeu local, et même si moi mon élection a été acquise dès le premier tour, je crois que le gouvernement a particulièrement mal géré l'entre-deux tours, et qu'il a lui-même amplifié les résultats désastreux qu'il rencontre, expliqué pendant l'entre-deux tours qu'on va à la fois revenir sur la politique qui a été engagée et en même temps remanier, c'est indiquer aux électeurs au fond que on a perdu et qu'on va en tirer les conséquences. C'est démotivant pour les gens qui croient en vous et c'est encore plus motivant pour les gens qui ont envie de vous sanctionner. C'est ce qui s'est passé. Alors vous êtes un maire jeune et dans le département de l'Eure, il y a pas mal de jeunes de l'UMP qui ont fait leur apparition sur le théâtre politique et qui l'ont emporté dans des villes parfois un petit peu emblématiques. On pense notamment à Gisors avec votre candidat qui n'a que 23 ans et qui a réussi à l'emporter sur un candidat communiste qui était implanté depuis 1971 et dans une ville où on vote traditionnellement à gauche pour la plupart des élections. Est-ce que la jeunesse, c'est pas un peu finalement le point de départ d'un renouveau? Il va y avoir une série d'élections. Alors vous allez me dire, on n'y est pas encore, mais bon, les sénateurs a priori, ce n'est pas les élections auxquelles on pense pour la jeunesse, quoique c'est peut-être en train de changer. Et puis après, il y a les cantonales, les régionales, et en passant par les européennes. Est-ce que ce n'est pas un renouveau qu'il faut mettre en place et que vous avez à mettre en place en Seine-Maritime comme dans le département de l'Eure? Je crois qu'il se passe peut-être, enfin on verra. D'abord, je constate qu'à 43 ans, je ne suis plus un maire jeune. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais je crois surtout que ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer, on verra si c'est confirmé par la suite, c'est une installation dans les systèmes locaux qui est comparable à ce que la gauche avait réussi à faire en 77. Et on voit bien qu'en fond, en 2014, c'est la grande page de 77 qui se tourne. Cette victoire qui avait installé durablement le Parti socialiste et qui avait annoncé la victoire de 1981 d'ailleurs, dans l'ouest de la France et dans des villes qui n'étaient pas acquises au Parti socialiste. Eh bien, ce qui est en train de se passer, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire une génération nouvelle, souvent assez jeune, vous avez raison, qui s'ancre dans des territoires qui ne sont pas nécessairement acquis et qui, si elle fait un bon travail, et uniquement si elle fait un bon travail, pourra peut-être prétendre le moment venu à des postes plus élevés ou en tout cas à une prise de pouvoir dans d'autres territoires. Mais c'est probablement ce qui est en train de se passer et c'est pour ça que le gouvernement va devoir répondre parce que c'est très lourd de sens. Bien, merci Édouard Philippe et on va voir effectivement la confirmation de ces jeunes qui arrivent en politique dans l'Eure. Avec vous Magali. Oui, avec dans l'Eure beaucoup de changements. Évreux notamment qui bascule à droite avec Guy Lefranc, celui qui menait une liste d'union UMP, UDI, Modem, ravi la mairie au maire sortant, Michel Champredon, qui n'aura donc effectué qu'un seul mandat. Un mandat aussi pour Philippe Nguyen Tan à Vernon. Le socialiste est battu par le candidat de droite, non pas l'ancien maire Jean-Luc Mirault, mais Sébastien Lecornu, celui qui était investi par l'UMP. Il l'emporte avec 45,44% des suffrages. Deux surprises à présent, Louviers, où Franck Martin briguait un quatrième mandat. Eh bien, Louviers bascule à droite avec François-Xavier Priolo qui remporte 45,84% des voix. Et puis à Gisors, c'est la fin d'un règne, Philippe Goudet l'évoquait, celui du communiste Marcel Larmanou qui était élu depuis 1971. Son alliance entre les deux tours avec le candidat socialiste n'aura pas suffi. C'est grâce au jeune UMP Alexandre Rassaert que la ville bascule à droite avec 57,72% des suffrages exprimés.
supprimée. Encore une ville qui bascule, c'est les Andelys. C'est tout d'abord, et je voulais le souligner, la ville au plus fort taux de participation de Haute-Normandie hier soir, avec 70,81% des électeurs qui se sont déplacés. Et dans cette ville des Andelys, Frédéric Duché est élu avec 48,68% des suffrages. La socialiste sortante Laure Dalle arrive 3e derrière le candidat frontiste Christophe Delacour. Et c'est dans cette ville, les Andelys, que le FN réalise son meilleur score de la région, 28,79% des suffrages. 2 réélections également dans l'heure hier soir, celle du communiste Gérard Grimaud à Brionne et celle du socialiste Bernard Ledy-Lavrec à Gaillon. Enfin, à Beuzeville, où le sortant ne se représentait pas, c'est un candidat sans étiquette, Joël Colson, qui remporte la mairie avec 59,91%. Bien, illustration de ces jeunes UMP qui arrivent en politique avec Vernon où Sébastien Lecornu l'emporte hier soir largement avec 46% des suffrages. François Pesquet et Stéphane Notte. Visage tendu, Philippe Nguyen-Thanh, le maire socialiste sortant. Au premier tour, avec une gauche divisée, il avait obtenu près de 17% des voix, loin derrière les 2 candidats de droite. Ce soir, le scénario se confirme. Le nouveau maire de Vernon est UMP, il a 28 ans et l'emporte avec 45,44% des suffrages. Large victoire, je crois qu'effectivement l'écart est particulièrement net, le score est sans appel, donc moi avec beaucoup d'humilité je mesure à quel point les Vernonnais nous ont fait confiance et donc ça nous oblige à beaucoup de rigueur dès demain dans l'application de notre projet. Voilà. L'ancien maire de Vernon qui se présentait sans étiquette n'a pas réussi à convaincre. Une déception parce qu'entre une droite dure et le maire sortant qui était déjà désavoué au premier tour, nous avons voulu mettre en place une 3e voie et nous considérons aujourd'hui que ça a été un échec. Maigres applaudissements et défaite cinglante pour le maire socialiste sortant qui obtient comme au premier tour 17,06% des voix. On n'a même pas fait les voix qu'on espérait faire par rapport au premier tour. J'y vois une absence de report de la part de l'autre liste qui était à gauche. En même temps, je pense que c'est un accord qui aurait dû être fait longtemps en amont pour pouvoir produire réellement une union et produire une envie par rapport aux Vernonnais. Vernon rebascule à droite. Avec 9,13% des suffrages, le candidat du Front National obtient un siège dans le futur conseil municipal. Bien, analyse sur le département de l'Eure, Philippe. Vague jaune, vague bleue, sur fond de division à gauche. Je crois qu'on peut résumer la situation comme ça. Les divisions à droite, finalement, n'ont pas fait trop de dégâts. On pense en particulier à Vernon. On a entendu M. Miro, qui, il ne faut quand même pas l'oublier, il dit qu'il est sur une liste sans étiquette, mais à la base, et ça n'est pas un reproche, c'est quand même un militant RPR. À 16 ans, il collait les affiches pour le RPR, c'est tout à fait honorable. Mais il avait constitué une liste d'opposition, j'allais dire, d'une part, au maire sortant et au sein de la droite, c'est vrai qu'il y avait une division, mais ça n'a pas porté parce que la droite est portée par une vague bleue et une vague jaune, on l'a dit tout à l'heure. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur cette nouvelle génération qui correspond à un pari gagné de la part de M. Bruno Le Maire qui avait mis en place ces nouvelles troupes pour l'emporter dans un département qui retrouve en quelque sorte ses bases de droite connues depuis assez longtemps, contrairement à la Seine-Maritime où là encore on a eu l'occasion de le dire, le PS et le PC notamment gardent solidement leur bastion. Alors qu'est-ce qui reste à gauche dans le département de l'Eure, principalement Pont-Audemer, Conche-en-Ouche et évidemment Val-de-Reuil, où le secrétaire départemental du Parti socialiste du département de l'Eure a fait un résultat remarquable dès le premier tour la semaine dernière. Donc là encore, il y a des positionnements qui sont solides. À Conche, il n'y avait pas d'opposant au maire sortant. Et puis Pont-Audemer, le maire sortant l'a emporté très nettement. Mais si vous enlevez ce triangle, en quelque sorte géographiquement, qui représente le poids encore d'un Parti socialiste costaud, on va dire, dans des villes de plus de 9000 habitants, c'est vrai que là, le Parti socialiste a passé une très mauvaise soirée hier dans le département de l'Eure et l'UMP une bonne soirée avec un Front National qui est en embuscade et qui n'a pas fini d'être en embuscade dans ce département. Soyons-en persuadés. Bien, on va en parler tout de suite avec nos invités en commençant par ordre alphabétique pour la présentation avec Christophe Bouillon pour le Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Fatima El-Kili pour Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Timothée Houssin pour le Front National. Bonjour aussi. Bonjour. Sébastien Jumel, bonjour. Vous avez été élu hier soir maire communiste de Dieppe. Bonjour. Maire de Dieppe.
maire de Dieppe, tout simplement, mais quand même au Parti communiste. Tout à fait. Pour tout de suite. Catherine Morin-Desailly pour l'UDI, bonjour. Bonjour. Et Alfred Tracy-Payog pour l'UMP, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer, évidemment, tous les regards se portent sur le Parti socialiste. Défaite, déroute. Je crois que c'est la confirmation et même l'amplification du vote du premier tour. C'est une sanction très nette vis-à-vis du gouvernement, de la politique nationale. Moi, j'y vois à la fois une attente vive, une forme de découragement et même une colère. C'est aussi la confirmation d'un phénomène que l'on voit depuis plusieurs années maintenant, une sorte de zapping politique. En 2001, c'était défavorable à la gauche. En 2008, c'était favorable à la gauche. Et là, c'est défavorable à la gauche. C'est en fait défavorable à ceux qui ont les responsabilités au niveau national. Mais je souligne malgré tout une abstention très forte. Et c'est cela qu'il faut regarder parce que ça interroge l'ensemble de la classe politique. Il y a énormément de citoyens qui ne se déplacent plus, qui ne viennent plus parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans l'expression des différentes formations politiques. Et il faut regarder ça. En Seine-Maritime, s'observe malgré tout dans cette débâcle. Au niveau national, on parle de plus de 155 villes, de plus de 10 000 habitants qui ont été perdus à la gauche, que sur 51 communes de plus de 3 500 habitants en Seine-Maritime, il y a 7 basculements, 6 qui sont favorables à la droite et un basculement, une commune prise à la droite qui est Saint-Valery-en-Caux, avec Dominique Chauvel, qui est un basculement dans le sens de la gauche. Donc malgré tout, on sauve un peu les meubles ici en Seine-Maritime, mais c'est incontestable, il y a une vague et des éléments de résistance malgré tout ici en Seine-Maritime et notamment dans l'agglomération rouennaise. Alfred Tracy-Payog, évidemment, vous, c'est la vague bleue. Oui, c'est la vague bleue, mais il faut rester sobre. Hein. Je crois que quand la gauche gagne, en général, il y a beaucoup de bruit et d'arrogance. Quand une vague bleue existe, on prend en compte surtout les difficultés des Françaises et des Français. Il y a eu un véritable cri de colère qui a été exprimé au premier tour, qui a été amplifié au deuxième tour. Et plutôt que de parler de zapping politique en direction du monde politique et des élus, je préfère exprimer cela en termes d'autisme ou de surdité. Et que les gens soient de droite ou de gauche, qu'on ait une vague bleue ou une vague rose, ce que nos administrés, ce que nos électeurs ne supportent pas, c'est que les élus politiques soient sourds à leurs problèmes, à leur colère, à leurs difficultés. Et là, je crois que manifestement, le gouvernement socialiste et l'exécutif ont fait tout ce qu'il fallait pour que cette colère s'exprime dans les urnes. Madame Morin-Desailly, on a coutume de dire à tort ou à raison, et je pense que le représentant du Front National ne sera peut-être pas d'accord avec mon analyse, qu'entre ceux qui se disent anti-système, et je pense à vous en particulier, au Front National, UMPS, c'est la même chose, les politiques sont tous pourris, etc. Et ceux qui ne sont pas allés voter, si vous faites le total de ces pourcentages, c'est quand même très important, et dans pas mal de cas, ça dépasse les 50%. Alors est-ce que ça vous inquiète, vous en particulier, et qu'est-ce qu'il faut faire dans le prolongement de ce qu'a dit M. Bouillon et M. Tracy-Payog pour que ça change ? Je crois qu'il faut prendre à bras-le-corps les problèmes. Ce vote d'hier qui amplifie le vote de la semaine dernière, c'est une sanction, ça a été rappelé, un très fort avertissement des Français, au président de la République, au gouvernement. Je crois qu'il est largement temps que M. Hollande ne soit plus seulement un porteur de boîte à outils, mais vraiment le président qui a l'autorité aussi de faire vivre son gouvernement sans cacophonie, qui s'attelle vraiment aux grandes réformes structurelles qu'il convient de mener pour répondre à la crise particulière que nous vivons, qui n'est pas seulement une crise financière, qui est aussi un changement de monde. Il faut aussi avoir le courage de s'atteler à tout ça. Maintenant, pour revenir aux résultats plus dans notre département, je dirais qu'il faut que les réalités médiatiques ne cachent pas non plus les réalités territoriales. L'UDI est redevenue la troisième force, en France en tout cas. Beaucoup de succès ont également été engrangés, soit par des candidats UDI chefs de file, soit en association, en partenariat avec l'UMP. C'est la troisième force aujourd'hui territoriale en nombre d'élus en France. Vous avez cité l'Eure, mais l'Eure, on aurait pu citer également le très beau succès d'Hervé Maurey à Bernay, de François-Xavier Priolo à Louviers, qui n'était pas attendu, et bien sûr d'Hervé Morin à Épingle. Donc on voit qu'il y a une attente aussi sur le terrain, et comme l'a dit Alfred Tracy-Payog, je crois que ce résultat, il
il doit nous inciter finalement à une forme de modestie les uns et les autres, parce que dès demain, les maires vont être au travail, ils vont être confrontés aux problèmes budgétaires, les baisses de dotation de l'État, la réorganisation territoriale, l'acte 3 de la décentralisation, comment les collectivités vont se réorganiser. Donc tout le monde va devoir se mettre au travail. Je crois que c'est ça la grande leçon. Il ne s'agit pas de fanfaronner, il s'agit de se dire, voilà, on se met tous au travail et on répond aux problématiques des Français. Alors beaucoup de partis nationalistes, bien sûr, le débat aujourd'hui. Sébastien Jumel, vous étiez largement en tête au premier tour et vous passez largement au deuxième tour. Ça veut dire que le maire, ça compte encore beaucoup aujourd'hui. Le maire, c'est l'étiquette politique. Le maire, lorsqu'il rassemble sa population, lorsqu'il incarne la défense d'un territoire, lorsqu'il place l'emploi, la préservation des services publics au cœur de son projet, lorsqu'il ne renonce pas, alors qu'il est de gauche, à incarner une gauche combative, y compris lorsqu'il s'agit de défendre son territoire contre le gouvernement, eh bien, il fait la démonstration que le peuple de gauche se mobilise. Hier, nous avons assisté, Christophe Bouillon l'a dit, à une claque électorale pour le gouvernement qui implique, de mon point de vue, pas simplement un remaniement, pas simplement de changer les visages pour mener la même politique, mais qui implique un changement de politique. Le gouvernement a emboîté le pas à l'austérité dictée par l'Europe. Et cette austérité se traduit sur nos territoires par le renoncement industriel, par le démantèlement de nos services publics de proximité, par les retraités et les classes moyennes qui ont le sentiment d'être les premières victimes de la crise. Il faut donc que le Premier ministre et le Président de la République donnent des signes de réorientation à gauche de la politique nationale, d'accompagnement des territoires dans leur capacité à se développer, à replacer le développement industriel, à l'image d'Alpine, à l'image du projet éolien offshore chez nous, parce que c'est cela qu'attend le peuple de France, et c'est cela qu'attend le peuple de gauche d'une manière plus globale. Monsieur Jumel, on a l'impression d'entendre le Parti communiste qu'on entend depuis des mois, qui s'oppose au gouvernement et qu'on a un peu moins entendu pendant la campagne des municipales, parce que dans certains cas, c'est pas le cas chez vous, parce que finalement vous étiez entre guillemets tranquille par rapport au Parti socialiste. Ceux qui avaient la volonté de nous entendre nous ont entendus. À Dieppe, j'ai fait la démonstration qu'on peut à la fois rassembler le peuple de gauche dans sa diversité et à la fois ne pas renoncer sur les valeurs lorsqu'il s'agit... Parce que vous étiez seul à la tête d'une liste d'union de la gauche, certes. Écoutez, des maires qui font plus de 50% dans le cadre d'une triangulaire aimeraient être aussi seuls que moi à l'heure où je vous parle. Bon, d'accord. Mais vous m'avez compris. Il y a le débat national, dans lequel, au cours duquel on a compris que vous opposiez au gouvernement. Et il y a le débat local avec des alliances qui sont nécessaires. C'est pas un reproche, c'est comme ça, c'est la réalité. Et vous, à Dieppe, c'est un cas peut-être un peu particulier qui se traduit par votre très belle victoire au deuxième tour hier. Les communistes, lorsqu'il s'agit de faire face à la droite ou à l'extrême droite, n'oublient pas leurs valeurs de gauche. Par contre, l'analyse des résultats d'hier soir doit nous conduire à réinventer des formes de rassemblement qui donnent du souffle à la gauche, qui donnent du sens à la gauche, qui donnent du contenu à la gauche. Et moi, j'ai bon espoir que l'analyse, qui est aujourd'hui conduite y compris par des responsables socialistes, leur permettre d'infléchir le renoncement qu'incarne François Hollande à ce qui a conduit à son élection. Il a été élu dans un discours aujourd'hui qui fait date sur nous allons combattre la finance, nous allons combattre l'Europe libérale, nous allons redonner du sens à l'intervention de la puissance publique au service de l'emploi. Et il a fait l'inverse. Il faut donc joindre la parole aux actes. Le vote d'hier, c'est aussi l'élection des élus qui sont dans le respect de la parole donnée et qui sont donc dans le parti pris des gens. Bien, on va demander aussi à Timothée Houssin pour le Front National ce qu'il en pense, parce que j'entends dans vos propos des mots que ne démentirait pas le Front National, le peuple de France, le diktat de Bruxelles. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, quelque part.
On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On voit très bien que le Parti communiste, même si parfois il râle un petit peu sur le gouvernement, en fait a favorisé l'élection de François Hollande assez largement, tandis que nous présentions au présidentiel un véritable candidat qui avait des propositions et qui voulait être une alternative, tandis que lui, Jean-Luc Mélenchon, était simplement là, je dirais, pour rassembler les électeurs de gauche vers François Hollande au second tour. Donc nous n'avons rien à voir avec Monsieur Jumel et son parti. Et puis... nous assistons aujourd'hui, je pense, à la fin de la bipolarisation de la vie politique, que ça soit dans la région ou au niveau national, puisque auparavant il y avait uniquement ce clivage droite-gauche, et on observe maintenant l'entrée en lice et la présence forte du Front National, qui est la troisième force et qui propose une véritable alternative. Il y a deux troisième forces aujourd'hui. Je pense qu'on est quand même devant l'UDI. On a décroché 14 mairies alors même que... Oui, mais on ne joue pas dans les mêmes conditions que vous, Mme de Marin-Desailly. Nous, on a même Duflo qui invite à voter pour l'UMP contre nous. On a l'UMP qui parfois s'est lié avec les communistes contre nous. C'est pas pareil. La liste est longue des maires UDI. On en a quand même 14, on en a à peu près autant que vous. Mais on joue, c'est pas dans les mêmes conditions. Je vais vous poser une question. On a pu s'apercevoir qu'entre le premier et le deuxième tour, dans certaines communes, le Front National perdait un petit peu de voix. Alors, on ne va pas faire la liste, mais on va en citer quelques-unes. Darnétal, Mme Lalande moins, Fécamp, Mme Salvisberg, moins 4, Montivilliers, M. Le Breton, moins 4, et Louviers, M. Larue, moins 5, pour prendre quelques exemples, et qui se sont reportés, semble-t-il, avec une mobilisation plus importante à droite sur la droite. Donc quand vous dites on est la troisième force, on n'est ni droite ni gauche, est-ce que c'est vraiment la réalité ? Moi, je pense au contraire qu'en fait, on s'est très bien maintenu, parce que quand on voit le contexte national et la politique vraiment catastrophique qui est menée par le Parti socialiste, on observe en fait dans toutes ces villes où on s'est présenté un socle de plus en plus important d'électeurs qui, quelle que soit la situation, votent pour le Front National à la fois au premier tour et au second tour. Alors on observe aussi une petite érosion, puisque effectivement il y a quelques électeurs qui, entre deux mots, ont préféré choisir le moindre. Ils avaient le choix, ils ont eu le choix au premier tour, ils ont voté Front National, et puis au second tour, ils se sont dit on a le choix entre finalement, dans le PS, c'est moins mal pour vous, l'UMP, que le PS. Le Parti socialiste mène une politique tellement catastrophique que malheureusement ces électeurs ont cru bon parfois de voter pour un maire UMP. Bon, mais on maintient quand même l'essentiel de nos électeurs dans ces différentes villes, donc ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est pour nous quand même une véritable progression. Fatima El Kili, on ne vous a pas encore entendu, on va quand même vous écouter. Vous ressentez de la majorité aujourd'hui, vous acceptez une partie de ce que disait tout à l'heure Sébastien Jumel, une partie de la claque, vous la prenez aussi ? Alors, nous, on se retrouve dans la victoire hier d'Yvon Robert, puisque sans la liste de dissidents Rouen, donc menée par Jean-Michel Bérégovoy, avec un report intégral sur le PS, je pense que le PS aurait basculé également à droite. Donc là, on s'en félicite. Maintenant, par rapport à la politique du gouvernement, pas du tout, on ne se retrouve pas du tout dans la politique du gouvernement. François Hollande a été élu pour faire une politique de gauche. Il accorde un pacte de responsabilité sans contrepartie à la droite, il mène une politique de droite. Donc, vous avez encore deux ministres. Écoutez, nos deux ministres... Mais ça va peut-être changer, mais je veux dire... Voilà, pour l'instant, voilà. En tous les cas, il est clair que pour les militants Europe Écologie Les Verts, si il n'y a pas des décisions claires qui influent sur donc, la politique de François Hollande. On attend des gestes, mais des gestes concrets, pas simplement un relooking. Le remaniement, c'est pas juste changer des têtes, c'est aussi faire des propositions concrètes aux Français. Donc si effectivement il n'y a pas cette inflexion-là, donc vers la gauche, nos ministres n'ont rien à faire dans ce gouvernement. Ça, c'est très très clair dans la tête des militants. Si je peux juste me permettre... dans cette campagne, on a rencontré des milliers de Rouennais. On a fait des milliers de porte-à-porte. Donc les gens, ce qu'ils nous disent, c'est la droite, la gauche, finalement, pour nous, c'est la même chose. On est dans le désarroi, on ne comprend plus. Je prenais un café tout à l'heure, évidemment, ça discutait au bistrot du coin. Les gens se disaient entre eux, en fait, et ensuite, on a un petit peu discuté avec eux, disaient, mais on en a marre de les voir sur les plateaux télé, en train de s'envoyer la balle les uns aux autres. Restez quand même. Ce que l'on veut, c'est des solutions concrètes. C'est du pouvoir d'achat. Partez vite. Non, je ne pars pas. Je suis là pour dire, justement, la force de Décidons Rouen, c'est d'avoir, justement, fait de la politique autrement. On a réussi
réussi à faire une liste avec des citoyens et des écologistes qui partagent des valeurs, qui ont un vrai programme, un vrai projet qui va améliorer le pouvoir d'achat des Français, qui va améliorer la proximité, les services publics de proximité, la qualité dans les cantines scolaires, la qualité dans la santé, l'environnement. Et ça, c'est ce qu'attendent les Français. Pourtant, M. Robert était devant votre candidat, M. Bérégovoy, et sa liste. Il était effectivement, il est maire sortant. Si c'est ce qu'attendaient les gens, pardonnez-moi, mais en l'occurrence, c'est pas lui qui est arrivé avant lui. Il est quand même maire sortant, M. Yvan Robert. Donc, on a toujours la valeur refuge. On sait bien dans ces cas-là qu'il y a la valeur refuge du maire sortant. Et en même temps, Yvan Robert a quand même un bon bilan. Et dans ce bilan, les écologistes ont apporté beaucoup de choses. La reprise des cantines scolaires, 1 million par an d'économies à la ville de Rouen. Vous avez eu la bataille sur Dalkia où les gens ont récupéré des chèques de 300 à 1000 euros. Enfin, voilà, les écologistes, ils ont un vrai bilan sur ce mandat-là, même s'ils avaient démissionné de l'exécutif. Monsieur Bouillon, c'est pas facile aujourd'hui, les socialistes, j'ai l'impression, non, je me trompe. Et moi, je maintiens l'idée que c'est une élection intermédiaire et manifestement, les élections intermédiaires ne sont pas favorables à ceux qui sont aux responsabilités. Quoi qu'il en soit, certains veulent nous faire croire qu'avant 2012, tout allait bien en France. Le constat qui était fait par les Français, puisqu'ils ont souhaité faire en sorte à ce que le président sortant, M. Sarkozy, ne soit pas réélu, c'est que le constat était plutôt dans le sens contraire, un endettement record, une situation de l'emploi qui était catastrophique. Donc, n'allons pas dire que tout allait bien il y a à peine 2 ans de cela. On voit que le monde a changé, on voit qu'il y a des défis économiques et sociaux qui sont devant nous. On sait que la tâche n'est pas facile, on sait que la France n'est pas la seule à pris dans ce marasme économique et social. Donc faisons attention à travers le résultat de ces élections de ne pas réinventer les situations antérieures et regardons les choses avec grande lucidité et puis aussi une certaine sobriété, pour reprendre l'expression d'Alfred Tassipayol tout à l'heure. La sobriété, c'est de dire aussi que c'était malgré tout une élection municipale, qu'il faut laisser le temps aussi à ce qu'une action porte ses fruits, notamment sur le terrain économique et social. On parlait tout à l'heure de boîte à outils. Oui, il y a des mesures qui ont été prises, qui doivent donner, j'ai envie de dire, toutes leurs mesures. Je pense à la Banque publique d'investissement, par exemple. Je pense à un certain nombre de dispositifs qui concernent la compétitivité de nos entreprises. Et je vois que sur ce terrain-là, malgré tout, il y a quelques signes d'encouragement. Malheureusement, il faut que ces signes-là se traduisent très très vite, concrètement, par plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. Alfred Tassipayol, on vient d'entendre encore le mode de fonctionnement qu'on attend du Parti socialiste dans les années à venir. Oui, c'est un petit peu répétitif. Est-ce que ce n'est pas une défiance quand même vis-à-vis du politique? On se demande si Christophe Bouillon va nous servir avec ses amis la théorie de l'héritage jusqu'en 2017. Force est de constater qu'autour de cette table, pratiquement personne ne se retrouve dans la politique du gouvernement. Personne ne se retrouve dans la politique du gouvernement. Christophe Bouillon lui-même parle d'un avertissement. Est-ce que vous regrettez, M. Sarkozy ? Et force est de constater que, autour de cette table, parmi ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique de gouvernement, il y en a beaucoup qui soutiennent le gouvernement par leurs actions, par leurs votes, au plan national, mais aussi au niveau de la région Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime. Donc on en revient toujours, et là je rejoindrai ce que disait Madame, on en revient toujours à l'exercice un petit peu ancien, éculé et suranné de la politique, avec beaucoup de langue de bois, et ce que nous demandent nos électeurs, c'est d'être francs, directs, lucides et sincères. Nos électeurs ont des problèmes, ont des difficultés, ils veulent que nous les prenions en compte. Et en face de cela, ils ont un exécutif, je le répète, qui est autiste et sourd, et c'est devenu pour eux complètement insupportable. Madame Morin-Desailly, un mot. On va aller vers vous, Monsieur Jumel. Un mot des élections européennes. Hier, on a annoncé un sondage sorti des urnes pour les européennes qui annonçait l'UMP en tête, le Front National en numéro 2, et puis derrière les autres forces relativement loin. Ces élections européennes, elles vont intervenir dans quelques semaines maintenant. Vous êtes une Européenne convaincue, on l'a dit hier, on le répète aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous inquiète pas malgré tout? Et quelles peuvent être, d'après vous, les conséquences de ces élections municipales sur des élections européennes qui sont aux antipodes de ces élections municipales, mais qui les suivent de très près? Justement, il ne faut pas confondre les enjeux, confondre non plus le mode de scrutin. C'est à nous de retourner dès demain sur le terrain pour expliquer quel est l'enjeu de
de l'élection. Il est extrêmement important. Ce que l'on reproche à l'Europe est souvent justifié, c'est l'éloignement, un manque de proximité avec le concitoyen, des décisions qui sont par trop technocratiques, à défaut d'être politiques au sens noble du terme. Je crois aussi qu'il faut expliquer à nos concitoyens que nous sommes un croisement de monde, un basculement de civilisation. C'est pas une idéologie, la globalisation, la mondialisation, c'est une réalité. Et comment la France, à travers l'Europe et ses pays voisins, peut s'inscrire dans cette mondialisation, rester une force importante d'équilibre pour le monde. Moi, je crois beaucoup à l'intégration politique, économique et budgétaire, mais également, bien sûr, à un vrai projet politique. Il ne s'agit pas de décider de la couleur des bananes ou de la taille des camemberts, mais il s'agit vraiment de savoir, veut-on une Europe de la défense, veut-on une Europe de l'énergie, veut-on une Europe de la politique environnementale, veut-on une Europe tout simplement aussi économique intégrée, parce que moi je pense que, encore une fois, c'est un peu l'intégration ou le chaos. Voilà. Monsieur Jumel, vous vouliez Moi, intervenir? je fais partie de ceux qui pensent que les électeurs sont cohérents dans leur vote, et sont même très cohérents au fur et à mesure des votes. Alfred Tracy-Payog semble aujourd'hui vouloir incarner le renouveau en politique, ce qui est pour le moins risible. Mais moi, puisqu'on parle d'Europe, les Français ont condamné, il en a fait les frais, il s'est fait balayer dans sa circonscription d'une manière radicale, le traité Sarkozy-Merkel. Et ils ont parce que ce traité aboutissait dans des territoires à déménager les territoires, à démanteler les territoires, à casser l'industrie, 750 000 emplois industriels démantelés sous l'ère Sarkozy. Et d'une certaine manière, ce traité n'ayant pas été remis en cause, hier, à travers le vote des municipales, ils ont prononcé la même condamnation du renoncement de la puissance publique face au monde de la finance qui écrase les petites gens, qui écrase les retraités dont le pouvoir d'achat est gelé, qui écrase les classes moyennes qui ont le sentiment de payer tout et de n'avoir le droit à rien. Et ça implique, de mon point de vue, donc que l'on redonne du sens à la capacité de l'État à mettre en place des politiques de relance de l'économie, de relance du pouvoir d'achat, de réaménagement équilibré des territoires, de réimplantation de services publics et notamment de services publics médicaux. Vous avez vu cette carte du monde, journal sérieux. Ils ont fait la juxtaposition entre les scores préoccupants du Front National et les déserts médicaux. Eh bien, là où le service public recule, là où l'emploi recule, la marée brune progresse. Il faut donc, pour empêcher la marée, redévelopper les remparts, le bouclier social face à la crise, le bouclier de développement de l'emploi au service des habitants, au service du peuple qui souffre, mais du peuple qui résiste. Alors, vous êtes d'accord avec cette carte marron ? Non, mais nous, sur les européennes, on constate que l'Europe mène une politique ultralibérale. Des européennes pendant la campagne des municipales. Oui, alors on a eu quand même, en faisant notamment beaucoup de porte-à-porte, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont parlé aussi des européennes lorsqu'on les a rencontrées. Elles nous parlaient à la fois des sujets locaux et puis des sujets nationaux et européens. Et elles attendaient avec impatience ces élections. Parce que nous constatons que l'Europe mène une politique ultralibérale qui fait énormément de mal aux intérêts des Français. Et nous assistons, en voyant ce sondage, en fait, comme je le disais tout à l'heure, à la fin de la bipolarisation de la politique française, vers une tripolarisation avec la droite, la gauche et puis une force alternative qui est la nôtre. Le mode de scrutin de ces européennes à la proportionnelle nous permet d'espérer arriver en tête à ces élections et donc d'être la première force politique du pays au soir du 26 mai. Par ailleurs, au niveau de la région, on constate que la Normandie, qui avant faisait partie de ce Grand Ouest, qui est un petit peu une terre de mission du Front National, on est maintenant bien implanté. On a tout un réseau local d'élus et de militants, ce qui nous permettra de faire campagne pour Marine Le Pen, qui sera notre tête de liste, et probablement d'arriver en tête dans cette grande région. Bien, merci. On arrive au terme de cette émission, de ces soirées, de cette émission. Je crois que bientôt, nous reparlerons d'une autre échéance, qui sera celle de l'élection à la CREA, notamment à Rouen, à la CODA pour le Havre, à l'agglomération de Dieppe aussi, puisque hier, et de Fécamp et d'Évreux, je vous rappelle que vous avez voté pour les conseillers communautaires, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans nos soirées, donc je pense qu'on en reparlera dans les prochaines émissions de La Voix est libre, et je vous donne rendez-vous maintenant ce soir
19h pour un journal avec d'autres analyses et des reportages tournés aujourd'hui sur les conséquences de certains scrutins. Voilà, bon après-midi et on se retrouve ce soir à 19h. Merci mesdames, merci messieurs.